Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette cinquième et dernière vidéo du chapitre 2, encapsulation type et interface. On a parlé dans la vidéo précédente donc justement de la notion de type et de la notion d'interface, et là on va essayer de prendre deux exemples pour bien montrer comment on peut gérer ça. On va s'intéresser à la comparaison et puis on va s'intéresser à l'itération. Donc le premier exemple qu'on va prendre, c'est comparer des objets. En fait, Java, et puis c'est assez classique, vous fournit un ensemble de services qui sont réutilisables dans le langage sous la forme d'interfaces qui se finissent par able. On peut cloner, on peut sérialiser, on peut comparer, on peut itérer, on peut exécuter, on peut appeler, on peut observer, on peut fermer. Et toutes ces interfaces-là, en fait, si vous les réalisez, ça veut dire que vous savez faire ce qu'elle définit. Si vous implémentez comparable, donc vous réalisez l'interface de comparaison, les objets qui implémentent ça savent se comparer. Il n'y a que serializable, qui est un truc à part, mais sinon c'est vrai pour tout le reste dans le langage Java. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est de garder en tête ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, où ce qu'on cherchait à faire, c'était à euh, piger des choses dans une source et d'avoir un distributeur de trucs qui pouvait piger dans une source de trucs. Ben, c'est exactement ce que fait Java et c'est exactement ce qu'on cherche à faire quand on crée des bibliothèques standards. On obtient à disposition un ensemble de comportements qui sont abstraits, par exemple trier des collections. Ça marche quelle que soit la collection. Par contre, la comparaison, elle est dépendante du domaine d'affaires des choses qu'on veut trier. Donc, je peux définir de manière complètement abstraite toute la notion de tri, et puis avec des tris potentiellement compliqués, euh, mais j'ai juste besoin de dire, ok, maintenant, là, à tel endroit, j'ai besoin que tu me donnes comment on compare tes objets. Et pour faire ça, réalise l'interface de comparaison. Donc, en réutilisant ces interfaces-là, ça va me permettre de rendre automatiquement compatible mon code métier, ma logique d'affaires, avec tous les éléments techniques qui peuvent être déjà présents dans le langage. Ce qui est plutôt cool parce que ça m'évite de réinventer une roue qui est carrée. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'aussi quand je réalise une interface, donc quand j'implémente, eh bien, il faut que je respecte le contrat. Et faire des comparaisons, c'est compliqué, parce qu'en fait, une comparaison, c'est mathématique. Faire une comparaison, c'est définir une relation d'ordre sur l'ensemble des instances de la classe. C'est ça la définition de la comparaison. Alors, on peut revenir dans vos souvenirs de INF 1132, donc le cours de mathématiques pour l'informatique. C'est quoi une relation d'ordre? Une relation d'ordre, ça doit être réflexif, ça veut dire que je dois être capable de comparer un élément avec lui-même. Ça doit être transitif, c'est ce qui me permet de fabriquer un préordre. Donc si 1 est plus petit que 2, plus petit ou égal à 2, et 2 est plus petit ou égal à 3, alors 1 est plus petit ou égal à 3. Et ça doit aussi être antisymétrique, ça veut dire que si 1 est plus petit ou égal à 2 et 2 est plus petit ou égal à 1, alors 1 égale 2. C'est ce qui me permet de transformer mon préordre en ordre. Java est un peu gonflant parce que en plus de l'ensemble des instances de la classe C, on a nul, avec lequel on doit être capable de se comparer, ce qui fait que c'est un ordre partiel, ce qui est un peu gonflant d'un point de vue mathématique, mais à l'usage c'est pas très grave. Et ça, c'est ce qui va aussi nous permettre de définir ce qu'on va appeler des classes d'équivalence, qui est différent d'une relation d'égalité, et l'égalité on y viendra un petit peu plus tard. Quand on appelle l'interface de comparaison entre deux objets et que ça répond 0, ça veut dire que ces deux objets sont équivalents. Si ça renvoie un nombre inférieur à 0, ça veut dire que le premier est plus petit que le deuxième, quelle que soit la sémantique de l'ordre qu'on est en train de définir. Et si c'est l'inverse, ça veut dire que le deuxième est plus petit que le premier. Comment on fait pour comparer des cartes dans Shoten Totem? Eh ben, notre comparaison, on doit être capable de comparer des cartes et de comparer des valeurs. Parce qu'en fait, les couleurs ne sont pas vraiment comparables. Il n'y a pas une couleur qui est plus forte que l'autre. Ce qui ne serait pas le cas à la belote, par exemple. À la belote, il y a la couleur à l'atout est plus forte que les autres couleurs. Donc, on se retrouve à avoir carte qui doit réaliser la notion de comparaison, et puis valeur qui doit représenter la notion de comparaison. On a vu dans les épisodes précédents que les énumérations, c'était du sucre syntaxique. Donc il y a déjà une comparaison, puisque c'est assez classique en fait de représenter ça, de comparer des valeurs énumérées. Donc les énumérations, elles sont classiquement comparables en Java, et c'est juste l'ordre dans lequel on a déclaré les choses. Donc en fait, j'ai vraiment qu'à me concentrer sur comment on fait pour comparer des cartes, et pour comparer des cartes, il suffit de comparer leurs valeurs. Donc, pour implémenter ça, je vais implémenter le code qui est en bas à droite. J'ai une valeur qui est privée. Et puis, comparer deux cartes, c'est renvoyer les comparaisons des valeurs.
Ça me définit une classe d'équivalence. C'est gratuitement, c'est-à-dire qu'un 6 bleu est équivalent à un 6 rouge, parce que c'est deux 6, et que les 6 sont, quand je les compare, et eux-mêmes équivalents. Ok, donc j'ai juste délégué à la notion de valeur de faire ce calcul. Qu'est-ce que je gagne à utiliser comparable plutôt qu'un truc que j'aurais redéfini moi dans mes classes? C'est justement tout ce que je disais au démarrage sur la réutilisation des éléments de Java. En fait, comparable, c'est l'interface comparable, c'est un point d'extension. D'accord? On a défini les éléments de manière abstraite sur la gestion des collections, et puis cette gestion des collections, elle saurait traiter n'importe quoi qui est comparable. Donc je peux étendre les capacités du langage en implémentant, en réalisant, pardon, cette interface de comparaison. Fait que ma pile de cartes, elle peut se comporter comme une collection, parce que je peux obtenir parmi mes cartes la notion de comparaison gratuitement. Enfin, je peux réutiliser collection en ayant implémenté la notion de comparable. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que collection, donc cette méthode de tri, elle fait l'hypothèse forte que vous avez respecté le contrat réflexif, transitif, antisymétrique qu'on a vu juste avant. Et si vous le respectez pas, c'est-à-dire que si vous avez fait une erreur ou si votre relation d'ordre elle est buggée, votre comparaison elle est fausse, et en fait ça va aussi bugger le tri. Mais vous n'allez pas forcément vous en rendre compte immédiatement, vous allez vous rendre compte beaucoup plus tard. Donc il faut bien garder en tête que la notion d'interface, ici c'est pour faire des comparaisons, mais ça pourrait être autre chose, c'est vraiment un contrat de service. Donc quand vous réalisez une interface, vous vous engagez à respecter la sémantique de cette interface. Parce que justement, comme l'interface elle peut être réutilisée de manière abstraite, les gens font des hypothèses sur le fait que vous avez respecté l'interface et que vous avez respecté sa sémantique. Là, je l'ai fait avec donc, une réalisation d'interface. J'ai réalisé comparable dans ma classe carte, fait que maintenant la classe carte offre le service de comparaison où les instances de la classe carte sont comparables les unes par rapport aux autres. Mais si maintenant je prends juste un jeu classique et puis que je cherche à comparer justement les valeurs, sur des cartes classiques, les valeurs c'est As, Roi, Dame, Valet, 19, 8 quand on est en ordre descendant. À la belote, c'est un petit peu différent, parce qu'à l'atout, c'est Valet 9 As 10, et puis aux autres couleurs, c'est As 10 Roi. Puis après, ça continue à décroître. Donc, on voit que là, en ayant mis aux cartes la responsabilité de se comparer, c'est peut-être pas vraiment compatible avec ce qu'on est en train de dire là. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail là-dessus, c'est effectivement un problème de responsabilité. On s'est pour l'instant intéressé à la notion de carte, et on a dit c'est une carte qui est capable de se comparer avec une autre carte. Donc ça, je l'ai fait en réalisant l'interface comparable. Ce choix fonctionne très bien tant que j'ai qu'une seule relation d'ordre qui existe, mais par contre, si j'ai plusieurs relations d'ordre qui peuvent exister, donc plusieurs manières de comparer les éléments, et là, ça marche pas parce que, en fonction du type de jeu, ça influencerait le comportement des cartes. Donc ça briserait complètement la notion d'encapsulation, ce qui n'est pas génial. Si je suis dans cette situation-là, donc dans cette situation de devoir gérer plusieurs types de comparaisons différentes, je peux plus dire que la carte réalise l'interface de comparaison, parce qu'elle ne peut elle peut la réaliser qu'une seule fois. Donc ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est qu'on réifie toujours l'idée de faire le lien entre la logique d'affaires et puis le code. Donc on va se créer un concept de comparateur. On a une carte et on a un comparateur de cartes. C'est ce qui va me permettre d'avoir de la variabilité à cet endroit-là, de pouvoir avoir autant de comparateurs de cartes que je veux avoir de jeux différents. Et donc c'est le comparateur qui porterait cette responsabilité. Mais là, on voit qu'on est en train de faire un objet un peu bizarre, parce que notre comparateur, c'est un objet qui a que du traitement. Il a la responsabilité de comparer deux cartes. Et il n'a pas de données, il n'existe pas en tant que tel. Et donc c'est bizarre d'un point de vue conception orientée objet, parce qu'on a dit un objet, c'est des données et des traitements. Et en fait, si vous vous rappelez ce qu'on a dit au démarrage, le génie logiciel, c'est la science des compromis. Là, on est exactement dans cette situation-là. On est en train de faire un compromis. On est en train de dire, bon, je suis pas exactement dans les règles parce que normalement un objet c'est des données, des traitements. Mais je peux pas réaliser l'interface comparable et la donner à mes objets parce que il faudrait la réaliser plusieurs fois et ça marche pas. Donc le meilleur compromis que je peux faire, c'est créer ces objets de comparaison. Je sais que je dévie un peu des principes de l'objet, parce qu'un objet devrait avoir des données et là il n'en a pas. Mais c'est le meilleur compromis, c'est la solution la moins déconnante, étant donné les propriétés que je veux garantir. La propriété principale que je veux garantir, c'est avoir plusieurs manières différentes de trier mes cartes.
Donc comment je mets en œuvre ma comparaison? Eh ben, je vais définir par exemple dans la classe carte un comparateur qui les compare par valeur. Donc c'est cette classe statique qui est définie là, où je vais avoir une classe qui s'appelle CompareByValue qui implémente le fait d'être un comparateur de cartes. Et elle implémente compare, elle prend les deux cartes en paramètre parce que maintenant le comparateur est externe, donc j'ai besoin de lui donner les deux éléments pour vérifier l'ordre, et il va simplement prendre la valeur qui est dans la première et la comparer à la valeur qui est dans la deuxième. Ce qui est intéressant de le faire comme ça, c'est qu'en fait, en ayant caché le comparateur à l'intérieur de la carte, ça me permet quand même d'accéder à ses attributs internes. Parce que là, value est privé, mais comme ma classe elle est définie à l'intérieur, je peux quand même y accéder. Fait que maintenant que j'ai ça, je peux définir une méthode de tri, par exemple, de la classe pile de cartes, tout simplement en utilisant la méthode de tri qui est fournie par collection. Je vais juste lui dire, s'il te plaît, quand on te demande de trier, trie les cartes en utilisant card.compareByValue. Et c'est ce qui va me permettre donc de réutiliser ce tri-là, et puis je pourrais utiliser une autre manière de comparaison pour avoir un autre tri. Je peux aussi avoir la possibilité, par exemple, de ne pas déclarer ces comparateurs. Si le comparateur il est utilisé qu'une seule fois et puis plus jamais par la suite, je peux utiliser une spécificité de Java ici qui est la notion de classe anonyme, mais ça existe dans d'autres langages et puis c'est intéressant d'un point de vue conception. Là, on est simplement en train de dire j'ai besoin de comparer des cartes, hein, je suis en train de faire un nouveau comparateur, mais ce comparateur il sert qu'une seule fois et il n'est pas vraiment important. Il n'a pas vraiment vocation à exister dans la logique d'affaires, donc je ne vais pas le représenter comme un concept en tant que tel. Par contre, techniquement, j'en ai besoin, donc anonymement, je peux créer à cet endroit-là une classe. C'est la syntaxe de Java pour créer des classes anonymes, de faire un new du nom de la classe suivi d'une accolade. Le fait d'utiliser une classe anonyme, ça me permet donc de la définir juste quand j'en ai besoin. C'est par définition pas réutilisable, parce qu'elle va disparaître quand j'aurai fini de l'exécuter. Et là, par contre, on va uniquement reposer sur l'interface publique. Je n'ai plus accès à l'intérieur de Card, parce que je ne suis pas interne. Donc je suis comme n'importe quel consommateur et je dois appeler getValue pour récupérer la valeur. Il y a une autre manière de faire ça. Pardon. Il y a une autre manière de faire ça, qui est d'utiliser des expressions lambda, qui sont des choses qui ont été introduites dans les versions récentes de Java, qui sont quasiment du sucre syntaxique sur l'instanciation de classes anonymes. Souvent, en tant qu'étudiant, quand vous êtes confronté à du code comme ça, qui utilise des lambda, vous avez deux réactions. Réaction numéro 1, je comprends rien, c'est pas du Java, je veux pas m'en servir. Très bien. Mais bon, il faut garder en tête que des fois, ça quand même simplifie la lecture du code parce que c'est plus facile de lire ce code-là. Là, ce qu'on a écrit, c'est que on veut trier des cartes, et pour trier des cartes, on a une fonction qui prend C1 et C2 et qui flèche, donc qui fait C1.getValue.compareTo de C2.getValue. Donc c'est pas si illisible que ça. Et puis l'autre réaction que vous pouvez avoir face à ça, c'est ah c'est génial, et du coup vous en mettez partout. Et en mettant partout, là par contre ça rend le code vraiment furieusement illisible parce que mal utilisé ou utilisé à mauvais escient, c'est vraiment pas lisible. Donc utilisez ça à bon escient, il n'y a aucune obligation d'en utiliser ou de ne pas en utiliser dans le cadre de ce cours, faites comme vous voulez. Ceci conclut mon premier exemple sur les comparaisons. Et on a vu donc qu'il existait plusieurs manières différentes de comparer, avec l'interface comparable ou avec des comparateurs. Et ces comparateurs, je pouvais les considérer tellement importants qu'ils existent dans le domaine, ou à l'inverse, je peux considérer qu'ils sont peu importants et les déclarer de manière anonyme, avec des classes anonymes ou avec des lambdas. Le deuxième exemple qui va nous intéresser, pour exemplifier toujours cette idée de service rendu et de type et interface, c'est d'accéder aux cartes de la pile. Donc j'ai ma pile de cartes, et puis on a vu qu'on pouvait récupérer ces cartes en itérant sur le contenu. C'est un des premiers trucs qu'on a fait dans les vidéos précédentes, puis la solution à laquelle on est arrivé était pas vraiment géniale. Donc, de quel service j'ai besoin? En fait, j'ai besoin de deux services pour traiter ma pile de cartes. J'ai besoin d'être capable d'itérer sur le contenu de la pile. J'ai besoin d'être capable de passer d'une pile à l'autre. Et puis, j'ai aussi besoin d'obtenir un moyen d'itérer. C'est-à-dire comment je fais pour justement être capable de passer à travers. Pour faire ça, Java va me donner deux mécanismes. Il va me donner une interface qui s'appelle iterator, qui en gros me permet de traverser une collection d'objets.
Et pour faire ça, ça va me fournir les deux méthodes asNext et next. AsNext, c'est est-ce que tu as un nouvel élément? Et next, c'est donne-le-moi. Et ça fournit un autre mécanisme, itérable. Et itérable, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui va nous renvoyer un itérateur. Ok, donc pour rendre un objet itérable, eh bien, il suffit de renvoyer un itérateur qui est capable de le traverser. Alors on va être un petit peu plus concret et aller plus dans le détail. Pour faire ça, j'ai toujours ma pile de cartes, qui est une pile de cartes, c'est ma liste de cartes précédente. Et puis pour la rendre itérable, je vais simplement dire qu'elle a une méthode qui s'appelle itérator, et puis cette méthode renvoie un itérateur de cartes. Un itérateur de cartes, c'est quoi? C'est quelque chose capable de dire asNext et next, comme on l'a vu précédemment. Et pour faire ça, je vais pouvoir réutiliser l'itérateur de liste, qui va prendre en compte tous les problèmes de copie et tout ce qu'on disait jusqu'à présent. Ça, je vais le déléguer à la notion d'itérateur. Donc, pour rendre ma pile de cartes itérable, la seule chose que j'ai à faire, c'est créer cette méthode qui me renvoie l'itérateur sur la liste de cartes. En ayant utilisé ces abstractions réutilisables, donc pourquoi on travaille au type et pourquoi on travaille donc sur les interfaces plutôt que sur les classes concrètes, c'est que maintenant, en étant rentré dans Java par la notion d'itérable et d'itérateur, mais en fait, je peux réutiliser des constructions syntaxiques qui étaient déjà présentes. Quand vous écrivez un for each en Java, donc quand vous écrivez for student s in students, en fait, ça c'est transformé par Java en une itération. Donc c'est récupérer la liste d'étudiants, et puis pour cette liste d'étudiants, récupérer son itérateur, et puis boucler tant qu'il y a des éléments. Donc ça, ce qui est plutôt cool, c'est que maintenant, comme nous, on a rendu notre pile de cartes itérable, eh bien, on a tout à fait la possibilité d'utiliser un for each. C'est-à-dire que cette construction de Java, eh bien, je peux l'utiliser gratuitement, parce que je peux utiliser cette itération qui dit prends toutes les cartes qui sont dans la pile de cartes. Et ça m'a juste coûté de prendre ma pile de cartes et de la rendre itérable. Donc, ça renforce aussi l'idée de dire, si j'utilise les bonnes abstractions et que je définis les comportements sur les bonnes abstractions, je suis capable de fournir une conception logicielle qui est vraiment réutilisable et très extensible. Parce que maintenant, n'importe quoi qui réalise l'interface itérable est capable de rentrer dans une boucle for each. Là, on s'est intéressé à date sur le fait de rendre à chaque fois un service. On a regardé la comparaison et puis on a regardé la notion d'itération. Maintenant, ma pile de cartes, elle est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, elle fournit plusieurs services. Elle est capable de se mélanger, elle est capable de fournir des cartes, et puis elle est capable de pouvoir être parcourue. Ce qu'on sait depuis le début, c'est qu'on interagit avec les objets en leur envoyant des messages. Donc, ces messages sont conformes à leur interface. Et leur interface, c'est exactement les services que je viens de dire. Se mélanger, fournir des cartes, pouvoir être parcouru. Donc là, je suis rendu à une situation où je dois faire un choix de conception. Pour gérer ma pile de cartes, est-ce que je dois faire une seule interface qui va contenir tous ces services? Donc j'ai une interface être une pile de cartes, et puis dedans il va y avoir une méthode pour se mélanger, une méthode pour piger des cartes, une méthode pour parcourir des cartes. Ou est-ce que je dois faire plusieurs interfaces découpées, chacune pour chacun des services, et dire que la pile de cartes réalise chacune de ces interfaces? Alors on va essayer de comparer les deux approches. Si je fais une interface dédiée, elle va être très orientée sur la logique d'affaires. D'accord? Je vais pouvoir caractériser vraiment très précisément ce que c'est qu'une pile de cartes pour le jeu Shoten Totem. Est-ce que cette interface sera réalisée par d'autres classes? La réponse est non, parce que je l'ai tellement spécialisé sur ma logique d'affaires qu'en fait, il y a un seul jeu qui sera capable de faire tout ça, Shoten Totem. Et donc, l'autre chose, c'est que maintenant, à chaque fois que quelqu'un utilise une pile de cartes, je vais le coupler, je vais lui mettre à disposition plein de services dont il n'a pas forcément besoin. Et donc on va avoir des objets qui vont grossir, 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 ce qui pose potentiellement un problème. Grossir en termes d'interface appelée. Si je fais un jeu de plusieurs interfaces, donc en faisant ça, ça va me coûter beaucoup plus cher en maintenance, parce que je vais devoir gérer, non pas une seule interface, mais 3, 5, 12 interfaces différentes. Par contre, ça me donne énormément de modularité, parce que je vais pouvoir décider d'implémenter ou non, de réaliser ou non chacune des interfaces. Et ça me donne aussi un couplage qui, lui, va être minimal, parce que ce couplage minimal, il est que quand j'utilise ma pile de cartes et que je veux itérer dessus, je peux la considérer comme un itérable,
Et donc j'ai même plus besoin de savoir que c'est une pile de cartes. C'est exactement ce que fait le for each. Le for each, il considère les éléments qu'on lui donne en paramètres comme des itérables, que ce soit une pile de cartes, une liste d'étudiants ou votre liste de cours. C'est exactement pareil pour lui, c'est juste quelque chose sur lequel il est capable d'itérer. Classiquement, une bonne pratique de conception objet, c'est d'aller vers la deuxième solution. Donc de mettre en place ce qu'on va appeler de la ségrégation des interfaces, donc de découper en plein de petits services modulaires. Et bien évidemment, si on découpe trop fin, c'est une mauvaise idée, parce que là, ça coûte trop cher à faire, mais on va essayer de découper en des services différents et faire en sorte que les consommateurs de services n'aient pas à connaître toutes les interfaces qu'ils n'utilisent pas. Tu utilises itérable, et bien tu utilises juste itérable et tu ne sais pas forcément ce qui se passe ailleurs. Comment on définit cette ségrégation des interfaces? Par exemple, on peut dire que la pile de cartes, elle implémente trois interfaces différentes. Itérable, source de cartes et mélangeable. Fait que si le personnage vert, il veut itérer sur la pile de cartes, il peut la considérer comme un itérable. Si le personnage rouge, à droite, il veut mélanger les cartes, il peut la considérer comme un élément qui sait se mélanger. Maintenant, la question qui se pose, c'est et si je veux faire différentes choses? Si je veux traiter mes itérations et si je veux aussi piger des cartes. Et ben là, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faudrait être capable de passer de l'un à l'autre et c'est pas forcément une super idée. Donc ça veut dire que notre hiérarchie là, c'est pas forcément la bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop découpé. En fait, ce dont on se rend compte, ce dont on a vraiment besoin, c'est qu'on a en gros deux hiérarchies différentes. Le fait de se mélanger, c'est très à part. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment représenté par la hiérarchie à droite, donc qui dit, j'ai une interface de mélange, et puis j'ai une seule méthode dedans qui est se mélanger. Et à gauche, j'ai la notion d'itération et la notion de source de carte, mais en fait, par définition, une source de carte est itérable. Et c'est cette source de carte, qui est elle-même une interface, qui va transitivement me donner ces possibilités-là sur la pile de cartes. Et en fait, c'est un principe de conception. Il existe des bonnes pratiques de conception qui s'appellent les principes de conception solides, et ces bonnes propriétés sont attendues dans une conception objet. Donc pour le moment, on a simplement vu deux principes, on ne les a pas encore complètement caractérisés, ça viendra plus tard dans le cours, mais on a le principe de responsabilité unique, une classe doit porter une seule responsabilité identifiée, et puis on a le principe de ségrégation des interfaces, les interfaces sont spécialisées et sont réalisées par les classes. Donc c'est le S et le I, on verra le O, le L et un peu le D dans les prochaines vidéos. C'est vraiment important que vous gardiez en tête tout ce que je suis en train de vous raconter dans le cours de conception et de bien voir qu'on est vraiment en train d'aller vers des principes de conception qui, eux, sont stables. On fait des objets sans état ou des objets avec état, on fait des choses qui sont immuables ou au contraire des choses qui sont mutables. Et c'est tous ces principes-là qui vont vous permettre de bien concevoir parce qu'en fait, les paradigmes, ils vont se construire au-dessus de ces principes. Par exemple, en ce moment, c'est la mode de faire des microservices. Les microservices, c'est quoi? C'est des entités qui sont sans état et qui s'échangent des messages immuables. Donc si vous arrivez à maîtriser les principes de conception, c'est-à-dire les bonnes caractéristiques d'une bonne conception, eh bien vous allez pouvoir utiliser les paradigmes et donc survivre aux effets de mode. Je vous remercie de votre attention, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.